Bonjour à tous, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour cette belle conférence. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, simplement pour remercier Monsieur le juge Belnafoud d'être venu à Lyon aujourd'hui pour vous parler des défis actuels de la Cour pénale internationale à laquelle il appartient depuis 2 ans maintenant, au sein de la Chambre préliminaire 2. Et remercier également les chercheurs du Centre de droit international, les doctorants de l'EDIEC pour leur aide dans l'organisation de cette manifestation, ainsi que Lise qui vient juste de partir, et Yacine qui est parti aussi, pour l'organisation pratique. On est vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir un juge de la Cour pénale internationale qui est au centre d'une actualité foisonnante et aussi au centre d'une série de questionnements sur son fonctionnement, sur son avenir, sur également la coopération que les États ont avec elle. Donc, je ne prends pas plus de temps. Merci beaucoup de ta venue ici. Merci d'autant plus que on a entre l'université de Tunis, enfin, le monde universitaire tunisien et le monde universitaire lyonnais, des liens qui sont très bien établis, qui sont lointains, qui sont historiques, je dirais même, et qu'on a vraiment plaisir et bonheur à faire vivre. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour. Ça fonctionne, c'est bon? Oui. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. C'est comme venait de le mentionner professeur Cara Neri, c'est un retour sur un lieu que nous avons fréquenté en tant que chercheurs universitaires, avec accompagné effectivement de nos doctorants sur pas mal d'années, sur un nombre d'années quand même, depuis en tout cas 2014, et auxquels nous avons permis effectivement d'avancer dans leurs recherches, d'avoir cet échange de points de vue, d'expériences, de confronter les méthodes de travail, les projets de recherche et les réflexions. Et ça me fait toujours chaud au cœur de revenir effectivement à mes sources, à mes origines, puisque avant de devenir juge, j'étais, je le reste aussi, chercheur, universitaire, enseignant. Je tiens à remercier la faculté de droit de Lyon 3, le Centre de droit international, et les collègues, effectivement, de m'avoir invité pour cette rencontre, conférence, débat. Mes remerciements à Monsieur le doyen qui vient de me recevoir, et à tout le personnel de la faculté pour avoir facilité cette visite, et j'espère que effectivement vous allez tirer avantage de mon propos aujourd'hui, dans votre regard certainement sur la justice pénale internationale. Donc, cher Cara, merci d'avoir pris l'initiative avec toute l'équipe du CDI de Lyon de me faire revenir ici même dans cette enceinte. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler effectivement, comme l'intitulé l'annonce, des défis actuels. Il faut que je change de lunettes, on appelle ça à l'âge. Des défis actuels de la Cour pénale internationale. Et j'ai intitulé mon propos en disant ou en mentionnant la cour entre les régressions ou les ambitions et les régressions. Parce que à la base, il y a un projet de justice pénale internationale qui a notamment pris place
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec les procès de Nuremberg et de Tokyo, et qui a fait son chemin jusqu'à l'établissement de la Cour pénale internationale en 1998, avec l'adoption du statut de Rome, et l'entrée en vigueur du statut le mois de juillet de 2002. Donc, si on devait partir je dirais, d'une perception de départ de la Cour pénale internationale aujourd'hui, qui est confrontée à des défis multiples et sur lesquels je vais revenir, pas en détail, mais j'essaierai de les présenter d'une manière assez globale, on peut dire que effectivement, le regard est assez perplexe sur la Cour pénale internationale, sur ses activités, sur son bilan, sur sa dimension ou sa vocation universelle. La justice pénale internationale comme idée, comme projet, n'est ni un échec, ni une utopie non plus. C'est un projet qui reste fragile. Il faut le reconnaître. Et c'est une institution qui reste jeune, elle a quoi, 25 ans, plus ou moins. L'âge d'une institution, 25 ans dans l'âge d'une institution est très, très jeune. Je ne dirais pas qu'elle fait ses premiers pas, mais il faut la regarder quand même avec un peu plus de nuances dans le jugement. Un projet fragile, mais néanmoins soumis à des tensions politiques, structurelles et morales. Et si, elle soulève des questions éthiques. De nombreux pays, mais également une opinion publique, ne sont pas tous unanimes sur le fonctionnement de la Cour, sur la manière avec la Cour approche les situations ou la criminalité internationale. Donc, je dirais d'emblée, ce premier regard nous invite à reconsidérer effectivement, à discuter posément, bien entendu, pas sous la tension ou la passion politique, reconsidérer la pertinence d'une juridiction pénale internationale permanente, parce que c'est ce qui caractérise la Cour pénale internationale par rapport aux autres juridictions pénales internationales ad hoc ou spéciales, dont le rôle est à la fois de prévenir les crimes, mais surtout de réprimer les crimes internationaux, qui sont les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et le crime de génocide. Ce sont les 4 crimes qui rentrent dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, malgré cette naissance difficile de la Cour pénale internationale, cette juridiction incarne un idéal nécessaire pour l'humanité. Un idéal qui est malheureusement aujourd'hui confronté à des réalités tendues, des rapports de puissance sur fond de crise de multilatéralisme. Cet arrière-plan, il faut toujours le garder parce qu'il contribue effectivement à provoquer ces secousses qui traversent les institutions, les organisations internationales, que ce soit l'ONU ou les juridictions internationales ou même les organisations régionales. C'est un élément quand même qui est structurant dans l'analyse des relations internationales. Il faut reconnaître que la Cour pénale internationale reste un instrument imparfait. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est la meilleure juridiction qui existe dans le monde. C'est un projet qui a la perfection tant au niveau de son architecture institutionnelle que de par son fonctionnement et surtout de la manière avec laquelle on procède à l'administration de la justice. Non, il y a des imperfections, il y a des limites qu'on a découvert même en chemin faisant, en
commençant à travailler, à traiter les situations et les affaires. La lutte contre l'impunité, toutefois, demeure centrale dans le statut de Rome. C'est le cœur du statut de Rome qui reste quand même un traité international et l'acte fondateur de l'unique juridiction permanente qui juge les crimes internationaux. Avec cette particularité, je sais que vous êtes quand même familier avec le droit international pénal. Vous avez même un cours, je crois, en M1, n'est-ce pas, spécialisé. Mais il faut toujours aussi garder à l'esprit que c'est une juridiction qui a une caractéristique hybride. Pas dans le sens où on parle, par exemple, des juridictions pénales hybrides. C'est d'abord une organisation internationale. C'est un élément fondamental dans l'équation. Et c'est ensuite une juridiction. Et ce maillage, dans la particularité, c'est d'où l'hybridité, dans la particularité de l'organisation, mais aussi est source de tensions, notamment politiques. Parce qu'en tant qu'organisation internationale, les acteurs qui ont levier sur le fonctionnement de ces pays ne sont pas les juges, ce sont les États parties. En revanche, quand il s'agit de la juridiction, elle est indépendante et c'est les divisions judiciaires ou les organes judiciaires plutôt qui ont les commandes de l'administration de la justice. Et quand je dis les acteurs judiciaires, ça veut dire essentiellement le bureau du procureur, les divisions judiciaires des juges, avec les 3 divisions, les divisions préliminaires, division de première instance et division d'appel, et bien entendu le greffier. Donc, l'équation est toujours présente entre ce que souhaitent faire les États parties de cette juridiction et ce que doivent faire les juges, notamment parce que là, je vais parler plus des juges que du bureau du procureur ou des greffiers d'un autre côté. C'est un équilibre assez particulier, assez intéressant. Mais c'est surtout ou également une juridiction qui combine 2 traditions juridiques. Le droit continental avec le droit anglo-saxon. Et des mélanges qui affectent aussi bien les règles matérielles du droit international pénal que les règles procédurales du droit pénal international ou droit international pénal. Et c'est un facteur d'enrichissement, mais également c'est une source parfois de divergence. Et c'est un élément supplémentaire dans l'équation, et c'est un défi en plus pour le fonctionnement de la Cour et de la bonne administration de la justice. Donc je disais, en tant qu'organisation internationale, la Cour pénale internationale s'adresse à tous les États, à l'ensemble, pas uniquement les États parties. Parce que quand on regarde le préambule du statut de Rome, elle s'adresse à la communauté internationale dans son ensemble. Donc ça donne une vocation beaucoup plus large que seuls les États parties, en rappelant, je cite le préambule, justement, qu'il est du devoir de chaque État, pas de État partie, de chaque État, de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux et affirmant que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est le premier fondement du principe bien entendu, de complémentarité qui apparaît en filigrane dans le statut de Rome. Mais pour exercer son mandat, la Cour pénale internationale, elle repose sur la volonté des États souverains, des États parties, qui assurent le financement
c'est eux qui votent le budget. Et là, on aura l'Assemblée des États parties la première semaine du mois de décembre, dans 2 semaines. Et les discussions sur le budget sont des discussions très tendues, parce que les États parties valorisent ou évaluent les ressources à allouer à la Cour pénale internationale en fonction des performances, pas nécessairement de l'efficience. Et compte tenu du contexte général, le volume d'affaires n'ayant pas augmenté, les États parties ont tendance à vouloir réduire les ressources à mettre à disposition à la Cour. Je reviendrai plus tard sur l'impact de la réduction des ressources, par exemple sur la conduite de certaines enquêtes dans des situations particulières. Donc je disais, les États parties financent le budget et décident aussi du budget de la Cour. Ils élisent les responsables de la Cour, les juges sont élus, le procureur est élu, le greffier, il est élu mais par les juges, mais les deux, je dirais, responsables ou acteurs principaux de la Cour sont élus par les États parties, ce qui fait du processus d'élection un processus également politique, pas uniquement institutionnel, et tout l'appareil d'exécution, je dirais, ou l'aspect exécution des décisions, des mandats d'arrêt, les arrestations, etc., repose sur la coopération des États parties. Donc voilà un premier élément d'architecture institutionnelle qui vous permet d'entrer dans la matière et de voir quel type de défis nous allons rencontrer en tant qu'organe judiciaire dans l'administration de la justice. Alors, en tant qu'organe judiciaire, maintenant en tant que juridiction, elle exerce une fonction judiciaire indépendante. Elle constitue une lutte ou une garantie pour la lutte permanente contre l'impunité, mais du fait de la nature de sa mission, la Cour juge les plus grands criminels. La Cour ne juge pas ce qu'on appelle de manière assez commune les couteaux de seconde main. Donc quand on dit grands criminels, c'est des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des responsables militaires de très haut rang dans la hiérarchie militaire. Et ce qui fait que l'indépendance institutionnelle ou juridique de la Cour demeure fragile sur le plan politique du fait de sa nature même, de sa mission. Et ces éléments-là rentrent en jeu, je dirais, même parfois dans certains choix que font les États parties au sein de l'Assemblée des États parties concernant la gouvernance de la Cour. Vous verrez que j'observe par moments une certaine, je dirais, prudence dans mes propos, parce qu'en tant que juge, je suis quand même soumis à certaines obligations auxquelles je tiens à respecter. Cela étant dit, cette double nature fait que la Cour évolue dans un environnement instable. Elle doit convaincre d'abord les États parties à coopérer, sans compromettre son autorité ni son indépendance. Et de là naît une sorte de tension entre indépendance et légitimité qui fait de la Cour une juridiction universelle, sans pouvoir d'exécution propre, comme je l'ai dit, parce que la force d'exécution dépend et relève de la volonté des États de coopérer ou non avec la Cour, et que la Cour opère dans un ordre international qui reste foncièrement régi par la souveraineté des États. Donc la Cour reposant sur ces deux piliers essentiels, vous l'imaginez un peu comme une sorte de temple qui a deux piliers, la Cour, la complémentarité d'un côté et de l'autre la coopération des États. Si on regarde
la Cour à travers cet angle-là, on peut dire que son bilan reflète sa place, la place centrale qu'elle occupe dans l'architecture globale de la paix et de la sécurité internationale. Elle a un rôle à jouer autant que le Conseil de sécurité, par exemple. Et depuis sa création, elle a ouvert plus d'une trentaine d'enquêtes dans des pays de situation. Elle a émis plus de 40 mandats d'arrêt, dont la plupart sont soit confidentiels, soit sous scellé, parce qu'il y a trois types, je dirais, de régimes. Il y a le secret, le confidentiel et le scellé dans l'émission des mandats d'arrêt. Elle a contribué aussi à des avancées jurisprudentielles majeures, la condamnation de Lobanga Diallo pour l'enrôlement d'enfants soldats, l'affaire El-Mahdi qui a été condamnée pour la destruction du patrimoine culturel à Tombouctou, l'arrêt qui a été rendu le 6 octobre dernier dans l'affaire Abderrahman, on en parlait hier, qui a été un peu pas très bien, je dirais, ou pas assez couvert sur le plan médiatique d'un certain point de vue. Elle a également rendu la première décision de confirmation des charges en l'absence du suspect, ce qu'on appelle in absentia, dans l'affaire Kony, au début de ce mois, je crois le 7 novembre de ce mois-ci. Donc, elle a quand même marqué la jurisprudence, elle a marqué l'évolution du droit international pénal et la lutte contre l'impunité par ses décisions. Pourtant, la Cour fait l'objet de critiques persistantes, de résistance politique et surtout de doutes. Elle est constamment remise en cause, comme si le projet devait être revu de fond en comble. Des doutes quant à son efficacité réelle. On se pose des questions. A-t-on besoin d'un si lourd, je dirais, une si lourde organisation pour lutter contre la criminalité internationale? Et toutes ces tensions placent la jeune Cour, et j'insiste encore sur le fait qu'elle est jeune, et cela me rappelle très bien, pour faire un peu le parallèle, le débat qu'on avait à propos de la Cour internationale de justice les premières dizaines d'années. À quoi servait-elle, cette Cour internationale de justice? Maintenant, on voit que la Cour internationale de justice croule sur les affaires. Ils ont un volume quand même assez impressionnant. Donc, place la jeune Cour dans une véritable phase de vérité. Nous sommes face à un moment de vérité, car elle est tiraillée dans son ambition universelle, qui reste une vocation, et les réalités d'un monde fragmenté. Les puissances tentent de redéfinir ses limites, les contours de la juridiction, sur un fond d'érosion de l'ordre juridique international, voire même l'ordre international. Donc la question n'est donc plus seulement celle de l'efficacité de la Cour, mais bien celle de sa survie en tant que projet politique et juridique universel. En d'autres termes, c'est sa légitimité qui se trouve constamment mise à l'épreuve. Voilà un peu la problématique de ce sujet qui interpelle sur la question des défis actuels de la Cour pénale internationale. Donc, à mon sens, cette situation traduit une crise existentielle, il faut le reconnaître, qui appelle à redéfinir les contours de la justice sans renoncer à l'idéal fondateur, son idéal fondateur, faire triompher la justice sur la politique et la responsabilité sur la raison d'État. Donc, puisque c'est un moment de vérité aujourd'hui pour la Cour pénale internationale, pour la justice pénale internationale et pour l'ensemble de l'ordre international, nous devons prendre conscience des défis structurels, systémiques et existentiels qui engagent la crédibilité même du droit international, parce que ça dépasse même
je dirais, le rôle de la Cour et son existence. Ces défis dessinent les contours d'une justice pénale internationale, son autonomie, et qui doit composer avec une réalité politique changeante, perplexe, et qui se caractérise notamment par la fragmentation du consensus et de la politisation de la justice pénale internationale. Je vous propose donc deux moments dans cette présentation. Un premier moment où j'ai intitulé « La CPI face aux tensions politiques et systémiques » et où on va voir la CPI entre indépendance, essayer de naviguer, entre indépendance, vulnérabilité et quête de légitimité. Voilà le premier moment. Et le deuxième moment, qui focalisera davantage sur la compétence de la Cour, et où la Cour, on verra une Cour, effectivement, devoir gérer entre la fragmentation du système de la justice pénale internationale et un impératif de réinvention. La Cour a besoin aussi de se réinventer pour maintenir cet idéal de justice pénale internationale. Donc, premier moment, la Cour pénale internationale face aux tensions politiques et systémiques entre indépendance, je disais, vulnérabilité et quête de légitimité. L'idée fondatrice de la CPI et de la justice pénale internationale, c'est réaliser la paix par la justice. Et cette idée, elle est fondamentale. Elle a été exprimée dans les procès de Nuremberg, par exemple. Elle se voit, la CPI, comme étant à la fois un instrument de dissuasion et de répression. Et donc, il faut que le droit, et plus particulièrement le droit international, puisse triompher, puisse s'imposer, non pas par la puissance, par la force, mais par la justice. C'est l'idée fondatrice. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice, pour citer Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Cependant, cet idéal fondateur doit faire face aux limites structurelles du système international qui traverse également la Cour pénale, parce que la Cour pénale, elle existe au sein de ce système et donc ressent les mêmes secousses qui traversent le système, ce système ou qui en perturbe le fonctionnement. Malgré son indépendance juridique, la Cour, comme je l'ai déjà mentionné, ne saurait opérer en complète disjonction des logiques politiques et diplomatiques qui structurent les relations internationales. Les crises actuelles, les crises politiques, les conflits actuels n'épargnent pas la Cour pénale internationale. Au contraire, c'est une caisse de résonance et elle les absorbe, la Cour, bien qu'elle soit indépendante, bien entendu. Mais ça l'affecte. Elle évolue effectivement, la Cour, dans un environnement de plus en plus polarisé et surtout imprévisible. Et cette tension se manifeste sous trois formes. D'abord, la mise à l'épreuve de l'indépendance de la Cour dans un contexte de souveraineté étatique et de réelle politique. Ensuite, sa dépendance fonctionnelle à la coopération des États. Et enfin, la crise de confiance qui interroge à la fois sur la crédibilité de la Cour et sur son efficacité. S'agissant de l'indépendance, c'est une indépendance sous pression. La Cour, c'est une juridiction indépendante, statutairement, institutionnellement, fonctionnellement, mais elle opère sous pression. Sous pression parce qu'elle est aux prises entre la souveraineté étatique et les réalités géopolitiques. C'est vrai que l'adoption du statut de Rome en 1998 a constitué un tournant décisif dans l'ordre juridique international. Pour la première fois, les États ont consenti à déléguer, même de manière subsidiaire, d'où le principe de complémentarité,
une prérogative régalienne essentielle, qui est le pouvoir de juger, qui est la justice. Et pour le donner à une organisation internationale qui, elle, serait compétente de juger les crimes internationaux. Et donc cet acte fondateur reste quand même un symbole très important, fort de la volonté collective de mettre fin à l'impunité par le droit et non pas par la puissance. Cependant, cette volonté doit faire face ou s'est heurtée à des réticences politiques des grandes puissances qui sont même restées en dehors du système. Prenons le cas de la France, par exemple. Dès le départ, c'est-à-dire au moment même de la négociation du traité de Rome, la conférence de Rome, elle a conduit, avec d'autres États, des négociations qui étaient considérées comme étant difficiles, qui ont limité la portée du principe d'universalité de la juridiction, notamment sur la question de l'article 124 du statut de Rome et le fait d'avoir ce sursis, ce moratoire, de ne pas poursuivre les soldats qui prennent part à des opérations à l'extérieur pour crimes de guerre pendant une période de 7 ans. Ce sont des pays, effectivement, qui sont au cœur de l'action de la Cour pénale internationale et qui ont largement contribué à son essor, qui en ont mis également qui ont posé quelques limites à sa vocation universelle. D'autres acteurs régionaux ont choisi de demeurer en marge du système, ou ne coopèrent pas avec la Cour, ou très peu avec la Cour, notamment parmi les pays arabes et les pays musulmans. Si on regarde un peu la géopolitique ou la carte politique géographique de la Cour pénale internationale, le monde arabe, puisque je viens du monde arabe, il y a seulement 5 pays arabes qui font partie de la Cour pénale internationale. C'est très peu. C'est insuffisant comparé aux situations de conflit et au nombre de situations et de crimes qui sont commis dans la région et qui potentiellement peuvent faire l'objet d'enquêtes de la part du bureau du procureur. C'est vrai qu'il y a actuellement la Libye, le Darfour au Soudan, mais pensons un peu à la Syrie. Il y a eu un veto de 2 puissances au sein du Conseil de sécurité contre le renvoi de la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale. Pensons à ce qui s'est passé en Irak, pensant à la situation au Yémen, pour dire que ce monde est particulièrement concerné par la lutte contre la criminalité internationale. D'autre part, ni les États-Unis, l'Amérique, ni la Russie, chers collègues, ni la Chine, ni la Turquie, ni l'État d'Israël ne font partie de la Cour pénale internationale, et on refuse même d'envisager l'idée d'avoir une cour, une telle juridiction exister. Ce n'est même pas faire partie de la Cour pénale internationale, c'est l'existence même de cette cour qui dérange. Pourtant, ce sont des pays, pas tous que je viens de mentionner, ce sont souvent des pays qui sont impliqués dans des situations qui relèvent potentiellement, théoriquement, juridiquement, de la compétence de la Cour. Ils sont impliqués dans des situations. Ils sont impliqués en Afghanistan, en Syrie, en Palestine et dans d'autres lieux. Et leur absence traduit une méfiance persistante à l'égard d'une juridiction capable de mettre en cause la responsabilité de leurs ressortissants ou de leurs dirigeants politiques, en neutralisant notamment le principe d'immunité par l'effet d'un traité international. Et c'est un discours qui fâche.
une question qui, qui, qui provoque beaucoup de tensions, la question des immunités avec la Cour pénale internationale. Les États-Unis, prenons le cas des États-Unis d'Amérique, qui ont pleinement, parfois on a tendance à oublier, à le mentionner, qui ont pleinement participé aux négociations du statut de Rome entre 1995 et 1998. C'était des acteurs quand même aux négociations et dont le rôle parfois a été décisif sur certains choix structurels et institutionnels, notamment sur la question de l'indépendance, oui ou non, du bureau du procureur. Les États-Unis ont pris part à la négociation, à la rédaction, malgré leur opposition depuis cette époque à plusieurs dispositions jugées contraires à leur intérêt souverain et sécuritaire, ont fini par signer, par principe, le traité de Rome, avant de retirer ce qu'on appelle le unsigning en 2002, pour des raisons de retirer leur signature, pour des raisons politiques en 2002. Cette attitude, je dirais, qui n'était pas manifestement très favorable à la CPI, n'a pas pourtant empêché la CPI et les États-Unis d'Amérique d'avoir une coopération parfois effective, réelle, sur l'exécution d'un certain nombre de mandats d'arrêt, notamment en Afrique, qui ont les Américains, le gouvernement américain, apporté son soutien à la remise de suspects, l'arrestation et de suspects poursuivis par la Cour, ou le partage d'un certain nombre d'informations. Donc voilà, on n'est pas nécessairement tenu par la logique d'État parti pour pouvoir développer une coopération. La Russie et la Chine, de leur côté, n'ont jamais envisagé d'adhérer au statut de Rome. Donc, au moins, la position, elle est claire. Pourtant, ces deux pays ont utilisé leur veto devant le Conseil de sécurité, au sein du Conseil de sécurité, pour bloquer le renvoi de certaines situations, comme la Syrie, devant la Cour pénale internationale. Alors, ces résistances politiques profondes, parfois même idéologiques, quand j'ai mentionné un peu le monde arabe et musulman, sur certains, notamment, crimes, et des réserves qu'ils ont sur certains crimes, en 2020, s'est rajouté une autre dimension dans les rapports tendus, notamment avec les États-Unis d'Amérique, avec cet environnement qui est devenu coercitif. La Cour pénale internationale, depuis 2020, est rentrée dans une phase de perturbation où c'est la coercition qui devient un élément dans la relation avec les États-Unis en particulier. En 2020, déjà, l'administration américaine avait imposé des sanctions contre la procureure de l'époque, Mme Fatou Bensouda, et certains membres de son équipe en raison de l'enquête sur les crimes présumés commis en Afghanistan par des militaires américains. Déjà, à l'époque, ça fait 5 ans, pas très loin. Plus récemment, en réaction des mandats d'arrêt émis contre le président russe et certains officiels du régime russe, en mars 2023, mais également le mois de novembre 2024, donc il y a une année, voilà, je fête une année de ce point de vue, la Russie a émis des mandats d'arrêt contre certains juges, et a ouvert même des procédures pénales contre 6 juges qui ont pris part aux décisions des mandats d'arrêt que je viens de mentionner. Couche supérieure, pour, je dirais, compléter le tableau, en 2025, les États-Unis ont réactivé et étendu le régime de sanctions visant 6 juges de la CPI, ainsi que le procureur et les 2 procureurs adjoints, en raison des mandats d'arrêt et des décisions rendues dans les situations en Palestine et en Afghanistan, par le biais de l'Executive Order du 6 février 2025, je lis son intitulé « Imposing
Sanctions on International Criminal Court, c'est le Executive Order numéro 14203 pour la référence. Donc, cette réalité coercitive doit être prise au sérieux car elle fait peser le risque que l'ensemble de la Cour soit à très court terme frappé par des mesures de rétorsion similaires. Et quand je dis des mesures de sanction, ça veut dire l'idée, l'objectif, c'est de geler le fonctionnement de la Cour. Alors, malgré des dénonciations quasi unanimes de ces mesures illégales, de leur caractère unilatéral, le soutien déclaré de la plupart des États parties, des organisations internationales et de la société civile, la Cour se retrouve dans la tourmente. La menace brandie par l'administration américaine actuelle, je disais, doit être prise au sérieux, en raison de l'intimidation directe sur la volonté de délégitimer l'institution, la présentant comme étant hostile, antisémite, discriminatoire, illégitime, inutile, je cite des éléments de langage là. Et comme je venais de le mentionner, ces sanctions auraient des implications majeures, tant sur l'existence de la Cour que sur l'indépendance fonctionnelle. Donc, il est clair que la Cour ne fait pas l'unanimité, même parfois parmi ses propres défenseurs, qui expriment des réserves quant à son fonctionnement, à l'équilibre de ses interventions, des désaccords sur certaines décisions rendues dans des situations jugées politiquement sensibles, et tout cela se produit par le refus de répondre à des demandes de coopération avec la Cour. D'autres vont critiquer les décisions de la Chambre, ou alors on a des réactions par des retraits. Vous avez certainement suivi l'actualité. Un certain nombre d'États ont annoncé leur volonté de se retirer de la Cour pénale internationale. Et parmi ces États, il y a ceux qui ont même notifié leur retrait. Donc, ces exemples ont quand même un impact sur le projet universel porté par la justice pénale internationale et provoquent une politisation de l'action judiciaire, ce qui représente quand même un risque majeur pour l'indépendance et la crédibilité de la Cour. Deuxième, je dirais, élément, c'est la coopération qui est sélective et le paradoxe d'une juridiction qui est dépendante des États. Donc nous avons une juridiction qui est institutionnellement indépendante, mais dont le fonctionnement devient au reste tributaire de la volonté des États de coopérer avec la Cour. La Cour, dès sa conception, a été voulue comme une juridiction complémentaire aux juridictions nationales, c'est-à-dire qu'elle n'exerce sa compétence que si les États n'ont pas la capacité ou n'ont pas la volonté de conduire des enquêtes et de juger de manière efficace les crimes les plus graves. Et ce principe, le principe de complémentarité, a pour corollaire le principe de coopération, qui est une obligation générale au sens de l'article 86 du statut. Alors, la Cour, pour les besoins de ses enquêtes, la mise en œuvre de ses mandats d'exécution, l'exécution des peines ou la collecte des preuves, a besoin de la coopération des États. Si les premières années du fonctionnement de la Cour ont été marquées par des choix volontaires de plusieurs États, notamment africains, de coopérer activement, en renvoyant même de façon volontaire des situations devant la Cour pénale internationale, la confiance s'est rapidement ébranlée, érodée, au rythme des premières tensions politiques et de perception de sélectivité. Je mentionnerai pour la référence le fameux cas de l'affaire Al-Bashir et ce qu'elle a provoqué comme tension avec la Cour, allant jusqu'au point que l'Union africaine,
les États africains décident au sein de l'Union africaine de se retirer de la Cour pénale internationale. Certes, c'est une résolution qui n'a pas été mise à exécution, mais il y a eu un acte quand même institutionnel très important. Et au cœur du débat, bien entendu, c'est la question du respect des immunités reconnues aux chefs d'État en exercice par le droit international, qui fait l'objet de l'article 98, paragraphe 1er du statut, qui constitue un point d'achoppement dans cette réalité. Donc c'est une tension qui s'est cristallisée avec plusieurs États partis, mais qui est allée au-delà de cet aspect-là. L'enjeu est toujours la mise en œuvre de mandats d'arrêt émis dans des situations qui sont considérées emblématiques, en Ukraine et en Palestine. Et ces mandats d'arrêt qui ont été rendus en 2023, 2024 et 2024 ont relancé le débat sur la capacité réelle de la Cour à faire exécuter ses décisions lorsqu'elle vise les puissants. Sur fond de débat autour de la question des immunités et de l'applicabilité de l'article 27 du Statut de Rome aux États non partis, le véritable enjeu demeure profondément politique. La lutte contre l'impunité internationale connaît ses propres limites. Il faut en prendre quand même conscience. La Cour, paradoxalement, compte tenu de cette situation, elle se voit elle-même contrainte de constater et de renvoyer certains manquements à l'obligation générale de coopérer devant l'Assemblée des États partis en mettant en œuvre le mécanisme prévu à l'article 87, paragraphe 7 du Statut de Rome. Et ma crainte, je l'avais déjà exprimée cette année, au début de cette année, dans le cadre des journées de la justice pénale internationale à Paris. Ma crainte, c'est que ce genre de mécanisme, de procédure, constater le manquement à l'obligation de coopérer contre un État parti, ne devienne un peu la procédure normale et régulière, alors qu'il s'agit à la base d'une procédure exceptionnelle. Pourquoi une procédure exceptionnelle? Parce que le principe, c'est qu'on coopère. C'est une obligation statutaire. Et l'exception, qui est prévue par l'article 97, 98 notamment, c'est de chercher une exemption ou une excuse de coopérer. Or là, la Cour, elle est de plus en plus saisie par ce genre de procédure. L'Italie, Mongolie, Hongrie, Azerbaïdjan, je crois, en moins d'une année. Je vous laisse faire un peu le bilan vous-même. Et ceci limite réellement la capacité de la Cour à exécuter son mandat. Donc nous sommes face à un imbroglio politico-juridique qui a pour effet d'élargir encore le fossé de l'impunité en affaiblissant la confiance dans la capacité de la Cour à assurer l'effectivité du droit pénal international. Et ceci reflète surtout les limites institutionnelles d'un système à la fois indépendant et exigeant. La Cour reste quand même sous regard critique. On lui reproche souvent lenteur dans la procédure, perception d'illégitimité, crise de confiance, et un déséquilibre profond dans la gouvernance du système de Rome. D'abord, il y a la question de l'efficacité de la Cour, car réellement, il y a un décalage manifeste entre le mandat et l'ampleur de son mandat qui lui a été confié et les moyens limités qui lui sont alloués. Ce décalage pèse lourdement sur le fonctionnement de la CPI. Il affecte ses capacités opérationnelles, mais surtout la bonne administration de la justice et limite l'accès des victimes et des parties prenantes à la justice pénale, à une justice qui soit crédible et efficace. Les victimes sont une composante très importante dans le statut de Rome.
un des apports du statut de Rome, c'est d'avoir donné une voix à la victime et un rôle aux victimes dans la procédure pénale internationale, devant une juridiction pénale internationale. C'est pour la première fois qu'un statut reconnaisse la participation des victimes lors des phases de la procédure judiciaire, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des procès de Nuremberg ou de la procédure devant les 2 tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Et il faut avoir à l'esprit que ces victimes ne sont pas à La Haye. Ces victimes sont aux 4 coins du Mans, très éloignées, parfois n'ayant même pas la capacité d'avoir l'accès aux ressources les plus élémentaires. Je parle de la nourriture, l'eau, qui sont livrées à leur propre sort. Donc le fait d'avoir cette possibilité, cet espoir que leur vérité soit reconnue et que les coupables soient enfin jugés est un élément fondamental dans l'administration de la justice. Donc le fait de limiter les ressources va avoir un impact direct sur cette capacité de participer à la procédure, va réduire cette possibilité. La Cour aussi doit faire face à un certain nombre d'éléments de priorité en termes d'enquête et de procédure. Et là, c'est le bureau de procureur qui va hiérarchiser ces priorités en termes qui, où enquêter et où ne pas enquêter, par où commencer, quels sont les crimes les plus importants par rapport à d'autres, sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie juridique entre les 4 crimes qui relèvent de la compétence de la Cour internationale. Cela a provoqué quand même des regards et des critères de sélectivité vis-à-vis de la Cour, même si, notamment de la part des États africains, même si depuis la Cour a élargi le spectre géographique de ses interventions et de champs d'investigation en allant vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Cela dit, il y a encore un sentiment d'une justice à géométrie variable. L'autre élément, c'est la complexité de la procédure devant la CPI. Les procès et les procédures durent longtemps. Et puis, je dirais, enfin, la question, est-ce qu'il s'agit d'une juridiction qui est capable de répondre aux attentes des victimes et des communautés affectées? Voilà donc le premier, je dirais, élément sur les défis que j'ai appelés politique institutionnelle. Deuxième moment, c'est la compétence de la Cour qui évolue entre fragmentation du système et impératif de réinvention. Et là, nous allons examiner tour à tour une complémentarité qui est sous contrainte, la coopération qui est dépendante de la volonté des politiques des États et la fragmentation croissante de la justice pénale internationale. Et troisième élément, les ajustements nécessaires pour préserver cette ambition de l'universalité de la justice pénale internationale. Premier élément, la complémentarité sous contrainte entre idéal de subsidiarité et contrôle politique. Le principe de complémentarité, comme je l'ai mentionné, qui fonde l'action de la Cour, consacre son rôle de juridiction de dernier ressort. C'est le rôle de la Cour. On ne s'adresse à la Cour qu'en dernier et ultime le ressort lorsque les juridictions nationales n'ont pas la capacité ou la volonté de poursuivre les suspects de crimes internationaux. Donc, cette complémentarité et la compétence de la Cour, elle exerce sous des conditions très strictes, des compétences, des règles, des conditions matérielles, temporelles, géographiques et même personnelles, des critères personnels. Et cette rigueur se traduit également, se manifeste également sur les mécanismes de renvoi devant la Cour. Qui a la possibilité de saisir la Cour? Je le fais que rappeler, donc soit un État partie,
soit renvoi de la part du Conseil de sécurité, ou alors lorsque le procureur décide de sa propre initiative, proprio motu, d'ouvrir une enquête dans une situation, mais le tout, je dis bien le tout, parce que parfois il y a une certaine hésitation, notamment par rapport à un renvoi qui vient du Conseil de sécurité, le tout doit être soumis à une autorisation de la Chambre préliminaire. Ce n'est pas parce que nous avons un renvoi du Conseil de sécurité que la compétence est automatiquement établie. L'essentiel de la politique de complémentarité et de sa mise en œuvre reste entre les mains du bureau du procureur. Et le choix du statut de Rome au moment de la conférence a été pour l'indépendance du bureau du procureur. C'était un choix réfléchi, rationnel, ce qui explique toute l'originalité même de cette juridiction pénale internationale. Cette politique de complémentarité a connu 4 phases successives. La phase fondatrice de 2003 à 2006, qu'on peut appeler une complémentarité de retenue, marquée par une approche prudente et minimaliste. Le bureau, à l'époque, se positionnait strictement comme une juridiction de dernier ressort. Voilà la première phase. Deuxième phase, dite de complémentarité positive, elle a marqué la période entre 2006 et 2011, visait à encourager les poursuites nationales et à renforcer les capacités judiciaires des États. Et puis est venue la troisième phase qualifiée de rationalisation et de sélectivité stratégique. Elle a marqué la période allant de 2012 à 2020 et elle chercha à répondre aux critiques relatives à la lenteur et à la dispersion des enquêtes par l'adoption d'une approche plus ciblée et prioritaire. Et enfin, avec le nouveau procureur, la quatrième phase, dite de réévaluation et d'ouverture, donc à partir de 2021 jusqu'à maintenant, et qui traduit une volonté accrue de coopérer avec les juridictions nationales, régionales et hybrides, tout en affirmant l'indépendance et le rôle central du bureau du procureur dans l'architecture institutionnelle de la Cour. Toutefois, cette complémentarité, en théorie fondée sur la subsidiarité judiciaire, devient dans la pratique un instrument sous surveillance politique et diplomatique. Alors, comment ? Je m'explique. Les États disposent de garanties procédurales leur permettant de contester la compétence ou la recevabilité d'une affaire, d'une situation devant la Cour. Et ce moyen, ce mécanisme, limite ainsi la portée de l'action du procureur. Premier élément. Deuxième élément, la mise en œuvre effective de la responsabilité pénale individuelle dépend largement, comme je l'ai déjà souligné, de la volonté de coopération des États. Ce sont eux qui détiennent les clés d'accès aux preuves, aux témoins et à l'arrestation des suspects. Et puis, troisième élément, la complémentarité se heurte à la lenteur procédurale et à la contrainte budgétaire. Ce sont les États parties qui contrôlent également l'octroi des ressources financières et humaines à la Cour, ce qui compromet quelque part l'objectif d'efficacité et d'accessibilité à la justice internationale. Je ne remets pas en cause ce choix, mais il faut l'examiner du point de vue de son efficacité, de son opérabilité également. Donc, ces limites, et bien d'autres, mais en tout cas les 3 limites que je viens de mentionner, fragilisent effectivement la capacité opérationnelle et la crédibilité de la Cour. Et puis encore, finalement, le procureur opère dans un environnement de tension permanente entre le besoin de mener des enquêtes indépendantes avec des résultats concrets, d'un côté, et les considérations politiques et stratégiques des États dans leur volonté de coopérer ou non avec la Cour. Donc, le principe de complémentarité, qui est un mécanisme que je considère, que je qualifierais de particulier, d'ingénieux, devient souvent, ou se transforme souvent en complémentarité contrainte,
ce qui marque un déséquilibre structurel entre l'ambition du statut de Rome et la réalité de sa mise en œuvre. Ces contraintes ont des effets sur la géopolitique des poursuites engagées. Depuis sa création, la majorité des situations ou affaires ouvertes ont concerné le continent africain, alimentant ainsi les critiques relatives à une forme de sélectivité ou de biais régional dans la politique de poursuite, même si, comme je l'ai déjà mentionné, le spectre géographique s'est beaucoup élargi. La Cour manque également d'affaires, puisqu'il y a de moins de volonté de la part des parties de renvoyer des situations devant la Cour, cette juridiction. Et puis enfin, il y a une réalité différenciée entre la vocation d'universalité de la Cour et la coopération régionale. Donc la verticalité fonctionne de façon, je dirais, ou la complémentarité fonctionne de façon verticale. Et là il faudrait développer, élargir le spectre, parce que la complémentarité telle qu'elle est envisagée au sein du statut de Rome, elle fonctionne entre la Cour et les États parties, entre la juridiction internationale et les juridictions nationales. Nous n'avons malheureusement pas une complémentarité entre la Cour et les juridictions régionales. Il faudrait peut-être envisager l'amendement du statut pour créer ce niveau de complémentarité en pensant par exemple à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme, dans le statut qui a été créé par le protocole de Malabo de 2014. Le statut comprend toute une section, je crois c'est la section numéro 7, sur la poursuite à la répression des crimes internationaux. Et il serait bénéfique pour les deux de créer ce maillage entre le niveau régional et le niveau international, puisque le maillage existe déjà entre le niveau régional et le niveau national. Une compétence fragmentée. Et brièvement, si je devais prendre ne serait-ce que le crime d'agression. C'est un crime qui a un régime procédural particulier. Et dans la mise en œuvre, elle est différente par rapport aux autres crimes, catégories de crimes, notamment les crimes de l'humanité, contre l'humanité, de guerre et de génocide. Et cela s'est avéré très complexe en ayant essayé ou tenté de le mettre en œuvre dans le cas de la situation en Ukraine. Au final, il y a eu même des tentatives récemment à New York, le mois de juillet, pour trouver un consensus sur la mise en œuvre des amendements de Kampala. Mais les États parties n'ont pas pu effectivement réaliser ce consensus et se sont donné un moratoire jusqu'à 2029 pour la réforme du régime procédural du crime d'agression. Alors, ce qui s'est passé en parallèle, c'est la création de juridictions ou de mécanismes judiciaires parallèles à la Cour pénale internationale. Je cite notamment le Centre international pour la poursuite des crimes d'agression contre l'Ukraine, établi à La Haye en 2023, et puis plus récemment, le Tribunal spécial pour le crime d'agression, annoncé le 9 mai 2025 à Lviv. Et ces initiatives, même si elles traduisent une volonté politique affirmée de lutter contre l'impunité, elles traduisent néanmoins une tendance croissante à ce que j'appelle un adocisme. C'est les formules ad hoc. C'est un peu abuser des mécanismes ad hoc. Un adocisme dans le domaine de la justice pénale internationale, où les mécanismes se multiplient en réponse à des contextes spécifiques, plutôt qu'en vertu d'une vision systémique et cohérente au sein du système de Rome. Alors, cette multiplication, elle va créer des juxtapositions institutionnelles et procédurales
qui elles-mêmes ont un effet de fragmentation du droit international pénal, et au final, elles risquent d'être la source d'une incohérence de tout le système. Enfin, il est nécessaire, à mon sens, pour conclure sur une note positive, de réinventer la compétence et le droit pénal international à l'ère des transformations technologiques. Dans ce contexte, une question demeure d'un intérêt particulier, celle de la capacité de la Cour à entendre la voix des victimes et des communautés affectées en rapprochant la justice institutionnelle des réalités humaines qu'elle prétend servir. Sur ce point, la Cour tire une partie de sa légitimité de l'étendue de sa compétence, donc du champ matériel des crimes qu'elle couvre. Elle doit être en mesure, à ce titre, de réduire le fossé de la responsabilité pénale internationale en adoptant son cadre matériel aux nouvelles formes de criminalité qui menacent la paix et la sécurité internationale. Il y a des crimes qui sont émergents et qui ont une résonance particulière pour des communautés spécifiques ou des régions particulières, beaucoup plus que d'autres crimes. Je vise particulièrement les atteintes graves à l'environnement, l'écocide. Il y a une initiative actuellement au sein des États parties, l'Assemblée des États parties, conduite notamment par le Vanuatu, l'État du Vanuatu, pour établir un 5e crime international qui serait le crime d'écocide. Si vous voulez, lors de la discussion, on pourra en parler davantage et vous présenter quels sont les avantages, mais quelles sont les limites de l'incrimination de l'écocide dans le statut ou par le statut de Rome. Il y a les crimes commis dans le cyberespace qui constituent un chantier incontournable pour l'avenir de la justice pénale internationale. Et puis le droit pénal international doit lui aussi évoluer dans ses méthodes et ses approches afin de se mettre au diapason des transformations profondes que connaissent les sciences et la technologie, notamment en matière d'intelligence artificielle, de traitement des preuves, des informations et des outils numériques qui ne peuvent qu'améliorer le rendement et l'administration de la justice. Donc, nous avons des opportunités ici, de véritables opportunités, pour rendre la Cour pénale internationale plus autonome d'une manière fonctionnelle. Alors, quelques éléments de conclusion. Les défis auxquels fait la Cour pénale internationale, et que je viens de vous les présenter, ne sont pas les signes d'un échec. Pour rappeler, à l'introduction, j'ai commencé par mentionner que ce n'était pas une utopie non plus. Les défis, malgré leur profondeur et leur réalité, ne constituent pas des signes d'échec, mais les symptômes d'un monde en transition. Si je devais résumer ces défis en quelques mots, j'emploierais la formule des D. Délégitimation, décrédibilisation, désenchantement, déréglementation, dépendance, déstabilisation, désengagement, défiance, autant de D privatifs, le D il est privatif de la qualité bien entendu, que de symptômes d'un système en difficulté mais également en quête de cohérence et de confiance. Sans occulter ni diminuer les nombreux accomplissements de la Cour. Ces défis sont aussi profonds, ou aussi profonds soient-ils, s'ils ne condamnent pas la Cour, lui rappellent deux choses fondamentales. La Cour doit faire également son propre travail. D'abord, les crises font partie intégrante de la vie institutionnelle d'une organisation. Elles peuvent même être perçues comme le signe d'une vitalité et d'une pertinence croissante sur la scène internationale. La Cour dérange. Vue sous cet angle, la Cour suscite de plus en plus d'attention et rien que pour cela, elle gagne en pertinence, mais aussi, inévitablement, elle dérange certains acteurs. Ensuite, deuxième élément fondamental,
Face aux crises, la Cour doit savoir s'adapter, se renouveler, voire se réinventer. En procédant à un examen critique, profond et sincère, sans pour autant dévier de ses principes fondateurs, ni aliéner son indépendance. Autrement dit, face aux défis, il faut à tout prix éviter le déni, faute de quoi la Cour risquerait de perdre le sens même de sa mission. Alors, quel avenir pour la Cour? L'avenir de la Cour n'est pas uniquement entre ses mains. Ça, on l'a bien compris dès le départ. Et même si certains invoquent la résilience institutionnelle de la Cour, terme que je n'apprécie pas beaucoup et qui est devenu galvaudé, la Cour doit apprendre à cohabiter avec un environnement politique mouvant, des attentes multiples et parfois contradictoires, ainsi qu'à une confiance internationale toujours à reconstruire. Mais comment le faire? En renouant avec l'esprit de coopération qui a présidé à sa création, s'inscrivant davantage dans une diplomatie du droit lucide et réaliste, en affirmant la complémentarité comme principe d'équilibre plutôt que de concurrence, tout en préservant son indépendance. La justice pénale internationale ne triomphe pas par la force, mais par la constance. Elle progresse, lentement, souvent douloureusement, mais chaque jugement prononcé, chaque victime entendue, chaque réparation octroyée, chaque principe réaffirmé contribue à ce progrès fragile. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui est extrêmement stimulant. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusqu'à Lyon pour partager tout ça avec nous et avec nos étudiants. Donc on a du temps pour un échange et pour des questions. Eh bien, je vous en prie. Merci. Oui, allez-y. Monsieur le juge, avant de commencer, j'aimerais déjà exprimer ma profonde gratitude pour votre exposé qui a été pour moi très enrichissant, immensément enrichissant. Et quant à ma question, j'aimerais revenir sur un des derniers éléments que vous avez évoqués. Vous avez parlé ici de la division du système de justice pénale internationale. Il est fragmenté, il est segmenté. Et justement, à ce propos, vous avez mis la possibilité de rétablir un système de complémentarité, ou plutôt d'établir un système de complémentarité entre les juridictions, la CPI et les juridictions régionales. Mais la question que j'aimerais vous poser va beaucoup plus dans le sens de l'incrimination. Aujourd'hui, nous avons 4 crimes qui sont internationalement relevant de la compétence de la CPI. Et je me suis toujours demandé, au regard de la multitude des crimes internationalement définis, qui ne sont pas tous de cette compétence-là, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de remettre tous ces crimes-là dans la compétence de la CPI, de telle sorte de la placer effectivement au centre de la répression internationale pénale? Est-ce que les crimes tels que le terrorisme, tels que le trafic illicite, autant de crimes qui sont internationalement définis, mais qui relèvent principalement de la compétence des États et qui entraînent donc des jugements différenciés? Est-ce que ce n'est pas problématique et est-ce que la CPI ne devrait pas être au centre de la justice pénale internationale? Peut-être qu'on prend une deuxième question et après on laisse monsieur le juge répondre. Oui, Miliane? Juste après, je vous ai vu. Oui, je vous remercie pour votre exposé. Moi, j'avais une question sur la complémentarité et le procès in absentia. Et le procès par contumace in absentia. Je sais qu'il me semble que vous faites partie de l'affaire Kony, la situation en Ukraine. Et je me demandais par rapport à l'affaire du vol MH17. Et il me semble que la Cour est compétente temporellement pour ces événements. Il y a eu des condamnations par les Pays-Bas in absentia concernant les commanditaires ou concernant la destruction de ce vol.
Quid du mécanisme de complémentarité dans ce cas-là, quand il y a eu une condamnation par un pays, par une juridiction interne, mais une condamnation in absentia, qui, si je dis pas de bêtises, n'est pas reconnue par la Cour. Bon voilà, j'ai pas tous les éléments du dossier encore une fois, mais voilà, plus globalement, quid du procès in absentia, de la condamnation in absentia et de la complémentarité. Je vous remercie. Il y avait une question au fond. Oui, allez-y. Ouais, il y avait une question. Okay. Bonjour, monsieur le juge, merci pour votre intervention. Vous parlez de réinventer la Cour et de possiblement remettre en question, examiner la Cour et son efficacité. Et je me demandais, on a vu par exemple ce semestre, dans le contexte de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui bien sûr est un autre contexte, mais on a vu qu'elle axe aussi sur d'autres systèmes de la justice transitionnelle. Et donc je me demandais, pour la Cour pénale internationale, est-ce que la justice seulement, en tant qu'élément, est-ce que ça suffit aujourd'hui à remédier à ces conflits? Est-ce que, vous dites bien sûr que la justice c'est au cœur et c'est bien sûr à l'opposé de l'utilisation de la force dans cette instance, mais est-ce que c'est assez la justice? Est-ce que la Cour ne pourrait pas envisager d'autres mécanismes, notamment issus de la justice transitionnelle, pour remédier à ces situations-là, par exemple? Bien, peut-être commencer par répondre à ces 3 questions. Je vous remercie d'ailleurs pour ces éléments de réflexion. Concernant la première question sur la fragmentation, ce que j'ai appelé du système judiciaire, il serait à mon sens, difficile de centraliser la poursuite de la criminalité au sein même de la Cour pénale internationale. Parce que ça irait contre la vocation de ce projet de justice pénale internationale et ça créerait davantage de tensions et de crispations institutionnelles de la part des États partis que d'appui pour une cour qui a déjà du mal à devenir une cour universelle. Je l'ai mentionné dans mon propos, la cour a cette vocation d'universalité, mais ne peut pas l'atteindre et n'a pas réussi à l'atteindre jusqu'à présent. La criminalité internationale, en plus, est un phénomène qui doit être perçu d'un point de vue sociologique. Là, je parle des crimes internationaux. Il n'existe pas en soi les crimes internationaux, et même les pénalistes vont vous le dire, il n'y a pas de crime qui existe comme ça en soi. C'est une construction sociologique. C'est le fait d'avoir dans une société une décision suite à une perception pour dire que telle attitude, telle conduite, tel comportement est admissible, donc il est légitime et licite, et tel autre comportement, la société, et dans le cas échéant, donc la communauté internationale, va le considérer comme étant illégal, illicite, voire même criminel. Donc il faut partir de cette idée de construction sociologique qui va avoir par la suite une consécration juridique. Donc je crois, à mon humble avis, que jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint ce degré où la construction sociologique devrait converger vers l'élargissement de la criminalité internationale. Prenons un exemple. Tout à l'heure, j'ai mentionné dans mon propos le protocole de Malabo. Le protocole de Malabo, au niveau de la liste des infractions, parce qu'il procède par liste en termes d'incrimination, le protocole de Malabo, alors que le statut de Rome a plutôt une vision, une approche globale de la criminalité. Déjà, il y a 2 méthodes d'incrimination qui sont particulièrement différentes. Comprend une liste qui est assez exhaustive.
et notamment en termes d'atteinte à l'environnement. Ce qui n'est pas le cas du statut de Rome, qui se limite à 4 crimes internationaux et où les atteintes, la destruction de l'environnement constituent une sous-catégorie des crimes de guerre. Donc, comment créer cette convergence normative? Il va falloir avoir le même, je dirais, degré d'entendement et surtout de définition des phénomènes criminels eux-mêmes. Donc, je crois que on est tous, bien entendu, on souhaite tous avoir des définitions exhaustives, des catégories juridiques qui rassemblent l'ensemble des phénomènes criminels, qu'ils soient nationaux, internationaux ou surtout transnationaux. Mais je crois qu'on est on doit faire face à un certain nombre de problèmes de définition, mais surtout de conception. Alors, sur la deuxième question, en effet, la Cour a seulement la possibilité de confirmer les charges en absence du suspect, mais non pas de juger le suspect en son absence. C'est les phases de procédure devant la Cour pénale internationale étant l'enquête, la confirmation des charges et le procès. Donc ce sont les 3 phases de la procédure devant la Cour pénale internationale. Le statut de Rome n'autorise pas, ne permet pas de juger, donc de dire si le coupable, si plutôt l'accusé est coupable ou innocent en son absence. Tout ce que nous permet le statut, c'est de pouvoir confirmer les charges en son absence, et c'est une procédure exceptionnelle d'ailleurs, qui ne fonctionne pas par défaut. Dans les juridictions nationales, la procédure en l'absence du suspect, c'est une procédure par défaut. Donc elle a un effet plutôt systématique. Au sein de la Cour pénale internationale, c'est une procédure qui est exceptionnelle et qui est soumise à des conditions très strictes. Et la confirmation des charges, quel est son objet? C'est de dire qu'effectivement, il y a des éléments qui sont suffisamment raisonnables, il y a des preuves qui sont suffisamment raisonnables pour permettre au procès d'avoir lieu. Donc, c'est de préparer finalement le procès, mais en le confirmant, en confirmant les charges, en l'absence du suspect, on ne peut pas passer on ne peut pas passer au procès, ce qui est le cas du CONI. Maintenant, la procédure s'arrête au niveau de la confirmation des charges. Réinventer la Cour et la place de la justice transitionnelle. Oui, il y a une complémentarité, au fait, qui est sous-jacente, indirecte, entre la justice transitionnelle et la compétence de la Cour. Lorsque la justice transitionnelle a, entre autres objets, de poursuivre aussi et de juger les crimes qui sont considérés par le statut de Rome comme étant des crimes contre l'humanité, le crime de persécution, par exemple. Dans ce cas, si les mécanismes de justice transitionnelle exercent cette compétence et ont cette vocation, la Cour, bien entendu, va mettre en œuvre ou va actionner le principe de complémentarité. Donc, il y a cet élément-là, je dirais, de transmission institutionnelle. Et certains États le font, effectivement. J'ai mentionné le crime de persécution, mais ça peut être d'autres formes, le crime de torture, par exemple, ou d'esclavage, qui font l'objet tant je dirais, de procédures au sein des mécanismes de vérité et de justice transitionnelle que potentiellement par la Cour. Mais l'idée fondatrice aussi de la Cour, c'est qu'en étant une composante essentielle de l'architecture globale de sécurité et de paix internationale, son rôle doit prendre en considération aussi, d'où la sensibilité du rôle de la Cour, de ne pas, comment dire ça,
de donner les garanties favorables à ce que la paix ou à ce qu'un processus de paix soit convenablement conduit et réalisé. Et donc, lorsque la justice transitionnelle fait partie d'un processus de paix dans un pays donné, la Cour va prendre en considération cet élément-là dans l'exercice de sa compétence, sachant qu'il y a toujours des concertations entre la Cour en tant qu'organisation internationale ou la Cour en tant que juridiction, notamment par le biais du bureau du procureur, avec les États concernés, les pays de situation. Donc, effectivement, en tant que juridiction pénale internationale, nous n'avons pas vocation à exercer une forme de justice transitionnelle, quelle qu'elle soit, mais nous prenons en compte tout le contexte dans lequel la justice doit avoir lieu. J'espère avoir répondu à votre question. On peut prendre une deuxième série de questions. Oui, il y a Constance tout là-haut. Merci. Bonjour Monsieur le juge, je tiens à vous remercier à mon tour pour votre exposé si intéressant. Vous mentionnez tout à l'heure le crime d'écocide et il y a de plus en plus de discussions doctrinales et étatiques à ce propos. Je pense également à l'apartheid de genre et je voulais vous demander si vous pensiez qu'il était possible que la Cour connaisse de ces crimes en utilisant notamment le mécanisme de l'article 21 du statut ou s'il fallait nécessairement passer par une procédure d'amendement. Je vous remercie. Je consulte juste l'article 21 pour rafraîchir ma mémoire. Vous savez que je n'ai pas tous les articles à l'esprit. Est-ce qu'il y a une autre question tout de suite? Oui, allez-y. Bonjour monsieur, je me permets également de vous remercier pour votre présentation très enrichissante. Moi j'avais une question qui concernerait notamment l'aspect de la coopération internationale dans le cadre de l'activité de la Cour. Et notamment si on ne pouvait pas amener une critique plutôt positive aux avancées majeures juridiques que la Cour a pu notamment avancer, et ce en l'absence même de coopération de puissances étatiques qui sont essentiellement intéressantes sur la scène internationale. Et si ce n'est pas dans cet aspect-là que la Cour puise au final sa valeur la plus juste et qui constitue également à caractériser ces avancées qu'elle a pu apporter juridiquement. Je vous remercie également. Il y a une autre question tout de suite? Ou est-ce que... Ouais. Merci pour ces deux questions. Alors, par rapport à l'application, le crime d'écocide et les crimes qui peuvent être construits sur la base de l'article 21. Question très intéressante. Parce que demain, j'interviens à Tunis, effectivement, dans un colloque sur le Ius Cogens, et les organisateurs m'ont invité de parler, d'intervenir sur le Ius Cogens devant la justice pénale internationale. Et dans mon analyse, l'article 21 du statut de la Cour est un article, c'est une clé de voûte, et c'est une mine d'or au sein du statut de Rome. Parce qu'il permet des choses, cet article, mais également, il pose des limites à d'autres possibilités. Parlons un petit peu de l'écocide. Pardon. Effectivement, le souhaitable, c'est de voir un amendement du statut de Rome pour introduire un 5e crime international relatif aux destructions de l'environnement. Pour l'histoire, ce n'est pas la première fois. Pour l'histoire, au-delà de la faisabilité, notamment politique, la faisabilité juridique, si les États parties se mettent d'accord, l'amendement passera et l'affaire est réglée, si je puis ainsi le dire. Mais d'un point de vue politique, on sait très bien, pour avoir un amendement, il faut avoir un consensus. Et là, je viens de mentionner la possibilité d'amendement qui était
sous les yeux le mois de juillet par rapport au crime d'agression à New York, et où les États partis n'ont pas réussi à avoir ce consensus. Et en partie, ce sont les puissances, je dirais les États puissants, qui sont des acteurs majeurs, même au sein de la Cour pénale internationale, qui étaient assez réticents sur l'amendement. Quand même, il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. Je disais, ce n'était pas la première tentative, parce qu'au lendemain de la guerre du Golfe de 90-91, quand on avait ces images des puits de pétrole incendiés, des déversements dans les eaux du Golfe, des marées noires, de la destruction de l'environnement, du littoral, etc. Il y avait une proposition de créer, à l'époque, une 5e convention de Genève sur la protection de l'environnement en période de guerre, en période de conflit armé, en temps de conflit armé. Elle n'a pas abouti. Il y a eu entre-temps le rapport de la CDI de 2011 sur la protection de l'environnement en situation de conflit armé, mais ça n'a pas permis effectivement d'ancrer cette question au sein du mouvement normatif du droit international et de la cristalliser. Il y a ce premier élément. Maintenant, l'usage de l'article 1er. L'article 21 du statut de Rome, c'est un article qui est très particulier. Il ne faut pas d'abord le comparer à l'article 38 du statut de la CIJ. Parce que c'est une disposition structurante qui établit une hiérarchie des sources au sein même du système de Rome, et qui nous dit clairement que la Cour applique d'abord et en premier lieu le statut, les éléments des crimes, le règlement de preuve et de procédure, le règlement de la Cour, premier paragraphe, petit a, et puis tout le reste. Alors, l'article 21, je présume plutôt que vous ciblez plus particulièrement l'article 21, paragraphe 3, où la Cour applique les lois nationales sous réserve qu'elles soient compatibles avec les standards internationaux en matière des droits de l'homme. C'est cet article-là qu'on utilise souvent, auquel on fait appel pour tenter d'élargir le spectre de compétences de la Cour pénale internationale. Sauf que deux choses par rapport à cette tendance-là, ou à cette interprétation. L'article 21, c'est un article de source, qui établit les sources, mais c'est un article qui pose les règles d'interprétation du statut et du droit applicable des statuts par les chambres, par la Cour. Deuxième élément, l'article 21, il faut le lire à l'aune du principe de la légalité des crimes et des peines. On ne peut pas créer en tant que Cour pénale internationale une nouvelle catégorie de crimes, même par voie d'interprétation, et encore moins par l'élargissement des dispositions, parce que nous restons une juridiction pénale avant d'être une juridiction internationale, et nous sommes soumis à la règle de la légalité et à l'interprétation stricte des règles pénales, qu'elles soient matérielles ou procédurales. Donc, effectivement, il y a des tendances d'apporter des éléments normatifs, ou parfois même hyper normatifs, par le biais de l'article 21, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Je donnerai rapidement un exemple, en faisant référence à mon intervention sur le ius cogens. Pourquoi la Cour pénale internationale utilise peu le ius cogens ou ses qualificatifs d'erga omnes, de normes impératives? Parce que, l'article 21 ne les cite pas directement, peut-être implicitement, mais deux, notre rôle, c'est de juger la responsabilité pénale individuelle et de non pas créer de nouvelles catégories de crimes. Ceux qui ont la responsabilité de créer de nouvelles catégories de crimes, ce sont les États partis.
La coopération, critique positive, oui. Je suis tout à fait, j'adhère à votre vision optimiste. Vous l'avez senti vous-même que malgré le topo et l'environnement, je dirais, général, qui n'incite pas à beaucoup d'optimisme, je reste un optimiste profondément convaincu, d'où la raison de ma présence ici, mais surtout de mon engagement sur le front de la justice pénale internationale. Et je l'ai peut-être, j'ai fait allusion dans mon propos, en mentionnant que la Cour, finalement, si elle est soumise à tous ces défis, à cette tension qui la secoue de part et d'autre, c'est parce que finalement, elle a montré son efficacité, malgré toutes les critiques. Si un mandat d'arrêt ne permet pas, effectivement, et ça serait l'idéal, d'arrêter le suspect, ça le limite dans ses mouvements, dans ses interactions. Parfois même, il est déclaré, ou cette personne, elle est déclarée comme étant politiquement une persona non grata. Donc on l'évite, on ne la fréquente plus, on ne l'invite plus, on prend ses distances, on minimise la coopération. C'est le côté dissuasion, finalement, de la justice pénale internationale qui est mis en perspective ici, qui est mis en avant. Parce que ça reste quand même une cour qui a une fonction de dissuasion avant d'être une cour de répression. Donc oui, la coopération, elle est problématique, mais la coopération, même vue sous cet angle-là, elle reflète finalement la pertinence de la Cour pénale internationale. Et je le dis haut et fort, et je l'assume, en tout cas personnellement, tous ceux qui pensent ou qui rêvent que cette Cour disparaisse, eh ben, il va falloir qu'ils reviennent à nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, allez-y. 2 questions. Ensuite, il y a Louis. Bonjour, monsieur le juge. Tout d'abord, je vous remercie pour votre conférence. Vous avez brièvement évoqué la question de l'intelligence artificielle. Alors, nous le savons depuis son émergence, l'intelligence artificielle apporte aussi bien des avantages que des inconvénients. Par conséquent, ma question est de quelle manière l'intelligence artificielle peut aider la CPI et est-ce que la CPI fait face à des problématiques qui peuvent naître avec l'émergence de l'intelligence artificielle? Je pense notamment à des problématiques d'ordre géopolitique. Je vous remercie. Bonjour, je vous remercie pour votre exposé. Ma question portait beaucoup plus sur la question des immunités et le fait d'être juge à la CPI. J'ai récemment vu une déclaration du juge français Nicolas Guillou qui disait qu'avec les sanctions qui lui avaient été imposées, il ne pouvait plus par exemple prendre de réservation sur Airbnb même en France parce que ça passait par un site américain. Je voulais savoir comment est-ce que vous, en tant que juge, vous ressentiez ces sanctions qui ont été donc énoncées contre certains de vos collègues. Est-ce que ça peut influencer vos décisions, même influencer la conduite de la Cour actuellement? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Allez, je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question, et puis je vais revenir à votre première question. Comment je ressens les sanctions? Moi, je ressens d'abord les mandats d'arrêt, parce que je fais l'objet d'un mandat d'arrêt, et on a tendance à occulter un peu les mandats d'arrêt. Ça, c'est la médiatisation et leur impact par rapport aux sanctions. Et puis, on a des juges qui sont malchanceux parce qu'ils ont cumulé les deux, un mandat d'arrêt et sanctions. L'état d'esprit est serein, je peux vous rassurer, parce que si j'avais une crainte quelconque, je ne serais soit pas là, présent, je serais un peu dans le maquis, caché, ou alors j'aurais eu un propos très diplomatique, édulcoré, en faisant dérouler mon speech, ce qui n'aurait pas été nécessairement très intéressant. Donc, l'état d'esprit est serein.
qu'on soit... parce qu'un mandat d'arrêt, c'est une sanction, et les sanctions sont de caractère économique. Effectivement, les sanctions, le juge Nicolas Guillou, qui est un très bon ami, pour qui j'ai une très bonne estime, et d'autres juges, bien entendu, ça les limite dans la vie de leur quotidien. Imaginez que vous n'avez plus de carte de crédit, que même les banques de votre pays vous retirent votre carte de crédit, que vous n'avez plus accès à vos comptes PayPal, Netflix, etc., que vous devez passer pour faire une réservation d'hôtel ou d'avion ou de location de voiture par votre partenaire. Or, en passant par le partenaire, vous l'exposez lui-même à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 25 ans de prison lorsque le partenaire a une nationalité américaine. Donc, votre quotidien devient difficile. Votre quotidien, effectivement, devient difficile du fait des mesures de sécurité qui vous sont mises à disposition pour vous protéger, ce qui est un peu le cas des juges qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais vous vivez quand même dans cette... même si ce n'est pas dans le conscient, vous avez dans l'inconscient quelque chose qui retentit et qui vous dit ils sont toujours là. Sauf que, la bonne nouvelle, nous avons une cour qui est solidaire, qui est solide, nous avons une solidarité du collège des juges, nous avons l'appui, je dirais, en tout cas proclamé et affirmé de la plupart des États partis, mais au-delà, il y a un crédit de sympathie et d'appui avec la Cour qui est très large au sein des opinions publiques, et de ce point de vue, nous sommes droits dans nos bottes et nous allons exercer nos fonctions et nos responsabilités dans l'indépendance et l'impartialité totale. Et nos décisions, en tout cas ce n'est pas juste une question de discours, le montrent et l'affirment. Nous avons un mandat et nous allons l'exercer. Si le mandat ne plaît pas ou ne dérange, eh bien, il faut juste amender le statut de Rome, le modifier, et nous appliquerons le statut tel qu'il est existant, tel qu'il a été prévu. À part ça, tout se passe bien. Mais il y a des choses qui dans le quotidien, n'empêchent, dérangent. Alors, sur la question de l'intelligence artificielle, nous commençons déjà à réfléchir, pas que réfléchir, à utiliser l'intelligence artificielle au sein de la Cour pénale internationale. Les services linguistiques, par exemple. Les services linguistiques font recours à l'intelligence artificielle pour toutes les traductions et l'interprétariat. Et par exemple, lorsque vous assistez à une audience, nous avons ce qu'on appelle, en droit français pénal, les procès-verbaux de l'audience. On a ce qu'on appelle le transcript. Et le transcript, il est produit de façon instantanée de l'audience par l'intelligence artificielle. Et on peut le voir, le consulter dans les deux langues de travail de la Cour, qui sont le français ou l'anglais. L'intelligence aussi artificielle, elle est utilisée, elle a un potentiel énorme dans le traitement de la preuve. Dans la procédure in absentia de Kony, concernant Kony, le nombre de documents, le nombre d'heures de vidéo, le nombre de photos, c'est par des milliers, voire même de centaines de milliers de pages. Donc imaginez que nous, ce qui constitue la base de notre travail, c'est le traitement de la preuve. Et donc il faut consulter tous ces documents-là. On ne regarde pas la preuve comme ça de façon diagonale pour dire « oui, allez, ça va, je crois qu'il l'a fait au final ». Non, il faut qu'on examine pièce par pièce. Parce que le bureau du procureur enquête à charge et à décharge, et nous devons confirmer les charges. Ou alors, au niveau du procès, la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de l'accusé. Et le doute,
bénéficie toujours et systématiquement au suspect ou à l'accusé. Donc, on est tenu de consulter des quantités immenses de preuves. Et l'intelligence artificielle doit nous permettre d'embrasser beaucoup plus d'éléments de preuve, mais surtout de les traiter de manière efficace et réelle. Alors, il faut que ça s'accompagne avec un cadre éthique quand même sur la protection des données personnelles, sur l'authenticité et de la fiabilité de l'information et de l'analyse que va nous produire l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle ou le machine learning, on l'éduque, et on l'éduque dans un sens qu'on souhaite nous-mêmes. Donc, on peut l'orienter dans un sens positif, comme on peut l'orienter dans un sens qui peut tromper l'œil et le regard, même vigilant, du juge. Il faut respecter les droits fondamentaux des parties au procès. Parce qu'effectivement, en tant que procureur, vous avez l'accès aux ressources de la Cour, vous voyez, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la défense. Or, dans un procès pénal international et même dans un procès national, il y a ce qu'on appelle l'égalité des armes. Et donc, si on donne ces outils à une partie et on ne permet pas à l'autre partie d'y accéder, nous allons créer un déséquilibre. Sur les questions, la dernière question sur l'aspect géopolitique, finalement, nous, en tant que Cour, 90%, je dirais, voire même plus, des informations et des éléments de preuve, ce sont les ressources extérieures qui nous les donnent. On les obtient soit par nos propres enquêtes, soit par les concertations et les échanges de coopération avec les organismes, les États partis, avec l'Interpol, l'Europol et d'autres organisations, par exemple de la société civile. Il faut savoir ce qu'on demande et il faut savoir ce qu'on nous donne ou on ne nous donne pas. Que nous-mêmes, on a une analyse, je dirais, avant de voir la pertinence, de voir aussi la fiabilité de ces sources. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, allez-y. Du coup, je vous remercie aussi également pour votre intervention qui a été très motivante. Moi, j'avais une question, je voudrais savoir si vous aviez des conseils, notamment à donner aux étudiants en droit qui souhaiteraient faire du droit international plus tard, étant donné qu'on est en pleine période de partiel, c'est une période compliquée pour nous tous. Du coup, je voudrais vraiment savoir si vous aviez des conseils pour, un peu pour pouvoir s'accrocher, disons, à notre parcours. Merci. Très bonne question. et qui me fait... Pour l'enseignant, alors. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire qui me fait plaisir parce qu'elle interpelle en moi le côté enseignant, chercheur. Je ne saurais donner des conseils en la présence de vos professeurs. Ce sont eux qui illuminent vos esprits, qui vous guident. Et je peux vous dire en tout cas que vous êtes entre de très bonnes mains. Vous avez une faculté et une équipe d'enseignants avec lesquels nous avons eu des relations, effectivement, des publications communes, des projets, et qui ont ce regard critique sur le droit international, mais surtout cette ouverture sur les organisations régionales, sur d'autres espaces du droit international. Je n'ai à vous dire que deux choses, en tout cas du point de vue de mon expérience. Un, le droit n'est pas n'est pas tout dans la vie. Soyez des juristes accomplis, pas uniquement sur le plan scientifique, mais surtout sur le plan personnel, votre épanouissement. Et donc ce regard que j'ai perçu aujourd'hui, critique du droit international et de la norme et du phénomène juridique d'une manière générale. Deuxième conseil, effectivement, ce n'est pas par prudence, mais en tout cas c'est par honnêteté que je donne ce conseil. Le droit, c'est une vocation. Plus vous la travaillez et mieux vous l'affiniez.
Donc c'est une question effectivement de conviction. Soyez forts dans vos convictions. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit, on ne devient pas vieux par le nombre d'années qu'on prend, on devient vieux pour avoir déserté son idéal. Ne désertez jamais vos idées. Alors, c'est un parfait mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Et voilà, j'en profite pour rebondir, même si c'était un mot de la fin parfait, sur tous ces conseils, pour dire qu'on se sent vraiment chanceux d'avoir eu l'occasion de t'accueillir ici. Évidemment, pour tous les éléments de fond que tu as pu apporter sur le fonctionnement de la Cour pénale et ses défis, mais également, je pense que c'est extrêmement important dans des périodes de défiance absolue envers le droit en général et le droit international en particulier, de constater qu'il reste des professionnels courageux et avec un investissement complet envers les victimes qui sont les premières bénéficiaires de ce système pour qu'elles puissent être entendues et que la justice puisse passer. Voilà, un grand merci et un grand merci à tous et puis à bientôt.